Wowal Adja Daba Samb ci 77 631 36 63 wala El Hadj Pape Bassirou Cissé ci 78 541 36 00 wala 77 510 85 48 ñoo ngi tàmbali di gërëm Al Houda pèlerinage ndax seen taxawaay bu rafet dem Umra lu ko dalee 11 décembre ba 22 décembre moom la ñuy wax Umra Rajab àndandoog Al Houda pèlerinage jërë ngeen jëf. Info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal boo xëyee déglul info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal ku bëgg na ku bañ Quel enseignement et lecture faire de la nouvelle configuration politique avec la nouvelle Assemblée nationale? Quels doivent être les chantiers des nouvelles autorités? Pour évoquer toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 24 novembre 2024 le professeur Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, et Abdourahmane Gaïdé, historien et écrivain à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop. Dimanche 24 novembre 2024, bienvenue à l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui le professeur Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, auteur du livre Un Sénégalais en revenu, comment sortir de la précarité. Il y a aussi Abdourahmane Gaïdé, historien, écrivain. Il travaille aussi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le Sénégal a élu son Assemblée nationale, 130 députés du PASTEF, les 53 pour l'opposition. On assiste à une sorte de reconfiguration politique, comme on le dit. Monsieur Taye, quel enseignement et lecture faites-vous de la nouvelle configuration politique avec la nouvelle Assemblée nationale? Merci Alassane. Donc ces élections ont confirmé la majorité présidentielle, et tout en confirmant donc cette majorité présidentielle, elles vont disposer donc des moyens de rupture au niveau de la gouvernance publique, mais aussi elles vont permettre de mettre à la disposition des nouvelles autorités de mettre en œuvre les promesses électorales sur lesquelles ils ont mobilisé l'électorat. Et je pense que cette nouvelle assemblée, du point de vue de sa composition, va leur donner tous les moyens institutionnels pour mettre en œuvre leur politique. Abdourahmane Gaïdé, cette 15e législature qui s'annonce, comment vous la voyez? Merci bien de me permettre de me prononcer par rapport à un événement important qui ne secoue pas seulement le Sénégal, mais qui aussi change peut-être même les relations que le Sénégal a avec ses voisins et avec le monde. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a ce que je peux appeler une double légitimité aujourd'hui accordée au pouvoir qui a pris la marche du pays. Et ça, je crois qu'il faut insister de manière qualitative sur cet aspect qui donne un gage de confiance à une nouvelle génération de politiciens. Et c'est ça qui est aussi important. Ce qui est important, c'est de voir que le Sénégal est aujourd'hui, comme toujours, dans un tournant important qu'il ne faut pas du tout rater. Et ce qui me permet d'espérer, et je pense que l'espérance n'est pas une faute,
d'espérer, c'est que le président de la République a été très bien élu et aujourd'hui, le parti qui le porte au pouvoir a la majorité qui va lui permettre de dérouler réellement son projet de société. Et c'est pourquoi, souvent, en discutant de ce qui se passe réellement au Sénégal depuis quelques années, je suis devenu un peu plus normal peut-être, puisque vieillissant et connaissant la société et l'étudiant de manière très sérieuse, je crois que cette rupture qui est en train de se faire et cette double légitimité doivent rassurer les Sénégalais pour qu'ils se mettent désormais et définitivement dans le travail. Ouais. On parle de rupture systémique. C'est ce que les autorités parlent de souveraineté, de beaucoup d'autres questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réforme avec cette nouvelle Assemblée nationale? La réforme qu'on attend doit nécessairement être en résonance avec les besoins des populations, parce que c'est des attentes et des espérances qui ont été exprimées au niveau du bulletin de vote. Et ces espérances-là, je pense qu'il y a le coût de la vie, il y a l'emploi, il y a l'éducation. Donc, tous ces problèmes-là qui, évidemment, freinent notre développement, il va falloir justement, n'est-ce pas, les affronter et essayer, en fin de compte, d'éliminer ces obstacles-là. Vous avez travaillé sur un document, un livre qui s'appelle « Un Sénégalais, un revenu ». Est-ce que l'Assemblée nationale peut faire des réformes pour que chaque Sénégalais puisse avoir un revenu, comme vous l'avez préconisé dans votre livre? Oui, vous savez que je ne suis pas le premier à défendre la thèse du revenu de base. Il y a déjà, si on se projette jusqu'à Aboubacar Sadiq, qui évidemment distribuait les récoltes au niveau des citoyens, donc c'est le 7e siècle. Il y a donc tout un mouvement aujourd'hui en Allemagne, le Grundeinkommen Bewegung, le mouvement donc du revenu de base. En France, appelé aussi le mouvement du revenu de base, il y a eu presque partout aujourd'hui, au niveau des pays, des gens qui se lèvent et défendent qu'il va falloir mettre en place ce qu'on appelle un revenu de base pour prévenir justement les conséquences de la technologie au niveau de ses retombées sur le chômage. Parce que la technologie, aujourd'hui, nous sommes dans l'intelligence artificielle et le machine learning. L'intelligence artificielle combinée au machine learning va justement créer du chômage, surtout quand il s'agit des travaux qui sont des travaux extrêmement simples, qui évidemment peuvent être remplacés par les machines. Et ceci donc va exposer les gens à un chômage, donc à un défaut de revenus. Et pour cela, le revenu de base est justement une opportunité et donc est une urgence. Et ce revenu de base, tel que moi je l'ai pensé, compte tenu même des dépenses qui ont été faites au niveau du budget, je prends toujours la référence du budget de 2022, j'ai dit, si nous prenons les subventions au niveau de l'année sociale, parce que Macky Sall a appelé l'année 2022 l'année sociale. Donc il a fait beaucoup de subventions, et si nous prenons le montant de ces subventions-là, elles s'élèvent à 1500 milliards. Si nous prenons les dépenses fiscales, qu'on appelle les exonérations fiscales, dans le document, le projet, dans ce document de PASTEF, ils nous disent de 2013 à 2021, l'État a fait des dépenses fiscales d'un montant de 6 355 milliards. Si nous prenons ça par année, ça fait 800 milliards par année. Et si nous ajoutons 1500 milliards de subventions, plus 800 milliards d'exonération fiscale, ça fait 2300 milliards, et je n'ai besoin que ces 2300 milliards
pour financer ce revenu de base et financer l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 720 milliards, ce qui ne s'est jamais produit au Sénégal. Donc ici, je pense que les moyens sont là. Il faut seulement savoir les mobiliser et justement avoir aussi la volonté d'aller et de soulager vraiment les masses qui n'attendent que cela au niveau du projet. Oui, regardez les Sénégalais quand ils changent de régime ou bien au pouvoir, ce qu'ils veulent, au fond, la question de fond, c'est que leur vie change. C'est que leur vie s'améliore, qu'ils vivent mieux, qu'ils gagnent mieux leur vie, qu'ils soignent mieux, qu'ils puissent amener les enfants à l'école, qu'ils puissent avoir les moyens. Quelles sont les réformes qu'on doit faire au niveau de l'Assemblée nationale pour toucher effectivement les gagne-peu? Bon, vous avez bien dit les réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que la réforme la plus importante, c'est la conscientisation de ceux qui représentent les populations à prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner les politiques développées par les idées développées peut-être par mon vis-à-vis et qui me semble être qui relève des données de base, puisque les élections et un nouveau gouvernement, on va lui demander toujours d'améliorer davantage la vie quotidienne. Mais il ne faut pas oublier que ils sont là juste depuis 7 mois et que la démarche est de voir d'abord, de faire un bilan général de ce qui a été fait depuis quelques années au Sénégal et qui a canalisé les financements vers d'autres secteurs qui doivent être détournés vers de nouveaux secteurs qui renforcent davantage le panier de la ménagère. Mais nous sommes dans un contexte, il ne faut pas oublier aussi le contexte mondial dans lequel nous vivons et qui, malheureusement, la crise frappe tous les pays du monde, à plus forte raison nos pays eux-mêmes. Et je crois que l'essentiel maintenant est que, ayant les coudées franches pour appliquer l'ensemble de la politique qui a été pensée par le parti au pouvoir, c'est de se rapprocher davantage des soucis quotidiens de la population. Nous-mêmes tous, nous savons qu'aujourd'hui, qu'il y a une forme de hausse des prix dans tous les domaines. Que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la restauration, les lieux que je fréquente en tout cas, je sens que il manque souvent même du travail. C'est ce qui est extrêmement troublant. Souvent dans les structures que je fréquente, je sens qu'il y a un relâchement économique qui est sensible. D'abord sensible dans ma poche propre, mais sensible aussi dans l'atmosphère. Mais cela ne signifie pas aussi qu'il y a un délaissement des problèmes quotidiens, mais il faut, je crois, accepter que le temps, même si on insiste beaucoup sur le temps, qu'il faut aller vite, je crois que les réformes et les changements que la population attend ne peut pas se faire du tic au tac. Il faut aussi que les gens soient logiques dans leurs revendications pour comprendre que l'adaptation d'une nouvelle génération à l'exercice du pouvoir peut prendre du temps. Et que les projets qui ont été annoncés dans les campagnes électorales restent à l'état de projet, très souvent. Et il ne faut pas trop rêver aussi. Le changement, ce n'est pas... En réalité, les gens aiment le changement économique, mais en réalité, ce que la société sénégalaise demande réellement, je crois, c'est le changement même de la personnalité en tant que telle. C'est-à-dire de changer les imaginaires d'abord. Avant de penser manger, il faut penser être d'abord dans une société stable, équilibrée et articulée dans tous ces secteurs. Ouais. Et c'est vrai que cela ne peut se faire qu'avec une forme
d'économie qui ciblent les niches les moins pourvues et qui permettent à ces niches, justement, de penser qu'il y a une forme d'élévation possible et que l'avenir s'ouvre largement pour ceux qui arrivent sur le marché du travail. Donc, je crois qu'avec le temps et avec le démarrage, justement, de l'Assemblée nationale, on va voir certainement se dérouler le programme économique qui cible l'ensemble des préoccupations de la population sénégalaise. Pour le moment, les citoyens constatent la hausse des prix. Récemment, notre confrère d'observateur a dit qu'il y a une réunion qui a été tenue entre les pétroliers et les nouvelles autorités, que les pétroliers demandent à ce que les taxes existantes soient maintenues, parce qu'il y a de nouvelles taxes qui ont été introduites dans les prix, et que si les autorités ne s'alignent pas par rapport à cela, on risque d'avoir une hausse du prix du carburant. Et si on hausse le carburant, c'est toute la chaîne de valeur qui est touchée. L'effet domino, le transport de tout le monde. Les prix seront touchés. Oui. Il y a toujours cet effet, n'est-ce pas, inductif, qui fait que lorsqu'on augmente le prix du carburant, n'est-ce pas, ça contamine presque toute la chaîne des prix. Mais en fait, tout le problème, c'est que les carburants, en faisant ce revenu de base, par exemple, on va rétablir une équité. On va établir une efficacité et peut-être même une justice. Parce que quand on fait de la subvention du carburant qui prend 720 milliards, mais on subventionne moi, en tant que professeur d'université, qui peut faire face à cette dépense, au détriment du paysan qui, évidemment, a des problèmes même pour joindre les deux bouts chaque jour. Quand on fait une subvention, on subventionne l'émigré. Quand on fait une subvention, on subventionne les populations frontalières. Donc, pour vous, les subventions doivent être ciblées. On doit les annuler, on doit les supprimer et les transformer en revenus de base et donner ça à Alassane Samba Diop qui, du point de vue de sa situation sociale, sait mieux que quiconque utiliser cet argent. Quand je produis du riz, je suis de la région du fleuve, de Dagana, donc je n'ai pas besoin de la subvention du riz. Quand je déjeune avec du beignet Douгoup, je n'ai pas besoin de la subvention du pain. Donc quand on me donne cet argent, je sais comment l'utiliser compte tenu de mes propres besoins et de mes besoins immédiats. Donc c'est pourquoi le FMI chez moi n'a même pas besoin de dire supprimer les subventions parce que je ne les fais pas, parce que je les ai supprimées, je les ai transformées en pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat est tellement différent de la subvention que quand on injecte du pouvoir d'achat, il y a ce qu'on appelle la TVA, il y a 18% de ce pouvoir d'achat qui te revient. Et ces 18% de ce pouvoir d'achat qui me reviennent peuvent financer la bourse même des étudiants. Parce que dans mes 5 opérateurs, il y a aussi la bourse universitaire des étudiants de 100 000 francs que je propose, qui fait évidemment qu'avec 420 milliards, on peut financer cette bourse des étudiants. Mais cette bourse des étudiants, pourquoi je les ai introduites? Je les ai introduites, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un problème de financement de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire l'enseignement supérieur a des problèmes de financement. Vous voyez, à Ziguinchor, ce qui se passe. Oui. Ils revendiquent toujours de meilleures conditions de vie. Et l'État ne peut pas faire face à ces dépenses-là. Et donc, quand je donne à chaque étudiant 100 000 francs, je lui donne un contrat qu'il signe. Il va signer un contrat où, quand il sera actif, on va lui prélever 1% de son revenu. 100 000 francs par mois? Je lui donne 100 000 francs par mois. Et quand je lui donne 100 000 francs par mois, quand il sort, il travaille, je lui prends 1% de son revenu, c'est ce qu'il va signer dans le contrat. Si on l'avait fait de 60 à maintenant, moi je suis en train de contribuer, le président de la République est en train de contribuer, et on va avoir pratiquement, peut-être à ce niveau-là, l'État ne mettrait aucun sou dans l'enseignement supérieur. Et ce qui est aussi très intéressant, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas l'État qui finance l'enseignement supérieur, c'est l'étudiant qui finance son enseignement. On lui donne, voilà, il y a une banque,
l'État vous garantit, prenez un prêt. L'étudiant prend un prêt et à la sortie, quand il est actif, il va payer 10%, moi je dis 1%. Mais l'étudiant américain doit aussi aller faire une assurance vie. Parce que quand il décède, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Moi, j'ai mutualisé cet aspect-là pour dire que quand on prend le président de la République, peut-être il peut prendre 100 étudiants qui sont décédés ou bien qui sont en chômage, qui ne peuvent pas, qui ne travaillent pas. Donc c'est cet aspect-là aussi que moi j'ai déjà introduit au niveau justement de l'enseignement supérieur. Alors, donc je reviens sur cette subvention-là. Le pouvoir d'achat, c'est le carburant de l'économie. Plus il y a du pouvoir d'achat qu'on injecte dans l'économie, l'économie fleurit. Plus il y a moins, là, il y a une compression de ce pouvoir d'achat, c'est à ce moment qu'on parle de sous-développement, qu'on va parler justement de vraiment pauvreté. Voilà. Alors, donc il va falloir supprimer les subventions, supprimer les exonérations sociales. C'est sûr que les prix vont augmenter, mais chacun doit payer ce qu'il doit payer. C'est-à-dire que le paysan ne va plus payer le carburant du professeur d'université ou bien de l'entrepreneur. Voilà, il va tout justement payer ce dont il a besoin. Voilà, et c'est à ce niveau-là justement que quand on continue avec ces subventions-là, on va arriver à un moment ou à un autre. L'État, d'abord, ne peut pas les tenir et ensuite, c'est inefficace, c'est inéquitable, c'est même à la limite injuste. Oui. Il faut créer ce pouvoir d'achat dans un pays où l'économie est performante. Au Sénégal, on n'était pas assez productif dans ce pays-là. Cette situation, je crois qu'elle est... on importe 1070 milliards de francs CFA par an en produits alimentaires. Je crois justement notre dépendance de l'extérieur de manière générale, et ce n'est pas seulement aussi valable pour le Sénégal. Je ne défends pas le Sénégal, je le dis puisque c'est la réalité mondiale. Nos pays, dès le départ, ont eu une économie extravertie. Et ça, c'est clair. Et depuis 60 ans ou 80 ans, nous cherchons justement à changer la donne. Et je crois que la démarche même du pouvoir actuel, depuis le début jusqu'à l'accès au pouvoir, était la souveraineté dans tous les domaines. La souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique. Moi, ce qui me pose problème, c'est que nous faisons ces constats de manière permanente à toutes nos élections dans tous les pays africains, sans prendre de décisions vigoureuses nous permettant justement que la génération qui va venir ne va pas demander encore une souveraineté, puisqu'une souveraineté, elle est acquise une seule fois pour toutes. Elle ne peut pas être revendiquée toute la vie. Et donc, si nous n'arrivons pas à la souveraineté de nous-mêmes, à l'intérieur de notre espace, nous ne pouvons pas du tout espérer que nos milliardaires puissent investir ailleurs que dans ce que le vieux Amadi Alidien, paix à son âme, disait, les marchands de sommeil. Donc, ce n'est pas seulement le gouvernement nos gouvernements en tant que tels qui doivent investir pour renforcer le panier de la ménagère, mais aussi sur nos milliardaires. C'est des hommes d'affaires qui ont des relations internationales et qui peuvent peut-être mettre en place des structures. Mais qu'est-ce qui explique que malgré toutes les réflexions qui ont été faites, malgré qu'on ait dit voilà les problèmes qu'on a, voilà les solutions qu'on doit trouver à nos problèmes, cette incapacité de passer de la pensée à l'action? Mais c'est ce que je vous ai dit au départ. Si on se focalise dans les activités de nos gouvernements, on se focalise généralement sur ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour qu'on mange chaque jour. Alors que je dis qu'en réalité, les Sénégalais, en changeant de régime, en donnant la majorité à un parti, ils veulent changer l'esprit d'abord du Sénégalais. Mais qui doit changer l'esprit? Mais c'est le Sénégalais lui-même. Et l'élite, elle fait quoi, elle? Mais c'est l'élite qui doit être au cœur, justement, accompagner le changement. Attention, hier, par exemple, j'ai écouté quelqu'un dire quelque chose d'extrêmement important. Il dit que le Premier ministre doit faire la révolution avec les Sénégalais, mais pas pour les Sénégalais. Et justement, c'est une vérité, c'est que chaque Sénégalais
doit être révolutionnaire lui-même pour changer la donne et accompagner ce qu'il pense être l'expression de la majorité. Mais M. Taï, pourquoi cette sorte d'hymnocratie, comme un bon philosophe l'a dit la fois dernière, penseur, en disant que dans le monde aujourd'hui, qu'on a des gouvernements qui sont là en place, mais qui sont incapables de faire bouger les choses? Je vais dire à la suite de mon vis-à-vis Abdourahmane que Karl Marx disait que ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, c'est l'existence qui détermine la conscience. Et nous sommes dans ça. Quand on est pauvre, on réagit comme un pauvre. On ne peut pas réagir comme un riche. Et donc ça, il faut... Et comment pousser les pauvres à réagir comme des riches? La notion de pauvre, elle est restée un tout petit peu psychologique. Moi, je viens d'un village... Mais comment changer la mentalité psychologique des pauvres pour qu'ils deviennent riches? Oui, ce que je suis en train d'expliquer... Je vous écoute. Moi, je viens d'un village. Dans le village, quand on parle de pauvreté monétaire, on était pauvre monétairement. Mais comme il n'y avait pas d'inégalité sociale, nous avons le même niveau. On avait le même habillement, on avait la même alimentation. Tu vas chez moi ou bien chez un autre, tu trouves le couscous, etc., etc. Donc, il n'y avait pas ces inégalités-là qui gangréner ou bien infester notre conscience, notre mentalité. Donc, on était pratiquement dans une harmonie totale. Maintenant que les choses ont changé. Quand on a créé la ville, apparaissent les inégalités. Et ce sont ces inégalités-là qui sont en train justement de vraiment gangréner la société-là. Mais en Chine, je vois Alsan qui a un immeuble. La Chine a sorti plus de 100 millions de personnes de pauvreté. Parce qu'il y a une vision qui a été mise en place là-bas. Juste. Qu'est-ce qui empêche nos pays africains d'avoir une vision? Je vais compléter mes 5 opérateurs. Allez-y. Le premier, c'est le revenu de base. Le deuxième, c'est l'assurance maladie obligatoire. Le troisième, c'est la bourse universelle. Le quatrième, c'est la prise en charge de l'électricité et de l'éclairage par le solaire photovoltaïque. C'est-à-dire tout ce qui est lumière, on ne le met plus dans le réseau, on le bascule sur le solaire. Et le cinquième que j'appelle le MUST, c'est le FIGAP, qui est le fonds d'investissement et de garantie associé à un actionnariat populaire. C'est avec l'actionnariat populaire, le levier financier de l'actionnariat populaire, que je vais financer toute l'économie du Sénégal. Je vais prendre par exemple l'agriculture. Moi, j'ai toujours rêvé, quand on me donnait la SAED, si je prenais la SAED, je vais transformer la SAED en une entreprise. Une entreprise de 3 départements. Département de production, département de commercialisation, département de transformation. Au niveau du département de production, tous les paysans que je donne 2 hectares, ça peut être plus, ça dépend seulement de la disponibilité des terres. Alors donc je donne à chaque paysan 2 hectares. Et quand je donne à chaque paysan 2 hectares, je lui donne aussi 1 million de crédits, de prêts. S'ils sont 1 million de paysans, c'est 1000 milliards. Donc l'entreprise va avoir un capital de plus de 1000 milliards parce que les 70% de cette entreprise, je donne ça aux paysans, sont les actionnaires. J'ai transformé le paysan en actionnaire, en entrepreneur. Et parce que je voudrais que le paysan bénéficie sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Ce n'est pas seulement des traitants qui viennent lui acheter son produit et le laisser tomber, ils vont transformer, après ils vont bénéficier du marché. Mais ce paysan-là maintenant, comme il est actionnaire, il va bénéficier pratiquement sur toute la chaîne de valeur. Alors les 30%, je donne à Alsan Samba Diop, s'il est intéressé, voilà, à tous ces agriculteurs aujourd'hui, de ces entreprises, je leur donne les 30%. Alors, donc le paysan a besoin dans sa production de semences, a besoin d'engrais, de pesticides, de prestations d'aménagement, de prestations de... Ça, c'est le département de production qui vient et qui lui fasse tout ça là. Une fois que la production est terminée, c'est le département de la commercialisation qui vient acheter la production. Il ne va plus aller chercher quelque part. Non, c'est son entreprise lui-même qui vient acheter sa production.
Une fois donc que sa production est achetée par le département de commercialisation, le département de commercialisation va donner au département de transformation. Si c'est du riz, ce département de transformation va décortiquer le riz, mettre en sac et remettre au département de commercialisation qui va vendre sur le plan national comme sur le plan international. Il va y avoir 46 antennes de cette entreprise-là. Partout où il y a un grossiste, il peut toujours aller dans ces antennes-là et se provisionner. Alors, à ce niveau-là, le paysan va avoir 3 revenus dans le contexte de ma politique avec un revenu de base. Donc, il va avoir son revenu de base, ensuite, il va avoir le revenu de sa production, sa sueur, et il va aussi avoir des ristournes au niveau justement du produit transformé et vendu et commercialisé. Donc, il va avoir 3 revenus. Et à ce niveau-là, vous voyez que son pouvoir d'achat, c'est presque quintuplé. Voilà. Et là, maintenant, pour cette entreprise, on va faire un appel d'offres international avec un cahier de charges déterminé. Le premier point du cahier de charges, c'est que le directeur qui a été nommé doit être capable de chercher des moyens financiers pour investir dans l'agriculture. Deuxième point, il doit être capable de faire le tour du monde pour chercher du matériel adapté et à un prix convenable. Le troisième point, c'est qu'il doit être capable de chercher dans le monde entier de l'engrais et des semences qui vont accroître, booster la productivité. Parce que le problème du paysan, c'est justement cette productivité-là. Quand le paysan, on lui donne 1 hectare, il produit 2 tonnes d'oignons à l'hectare, le Marocain produit 10 tonnes pour le même hectare, mais c'est une catastrophe. C'est ça qui fait que les paysans sont endettés. Parce que c'est au niveau de la productivité qu'il faut augmenter. Donc le produit de l'hectare, 2 tonnes d'oignons, il faut aller à 5 tonnes, à 10 tonnes. Et comme ça, le paysan, il est riche et il va sortir justement de ce piège de la pauvreté. Oui, regardez, pour en arriver à ça, il a fallu qu'il y ait des réformes ailleurs, des réformes même politiques. Aujourd'hui, si on regarde la scène politique sénégalaise, vous avez plus de 800 partis pratiquement. Chacun est chef de parti, les coalitions qui pullulent. On a un débat politique aujourd'hui qui est pollué, qui n'est pas un débat sur des idées, c'est sur des personnes. Mais voilà pourquoi voilà pourquoi je privilégie justement l'esprit et la conscience et le changement individuel qui s'impose. Puisque le professeur, ce qu'il décrit tout à l'heure, ce n'est pas des changements économiques, c'est un changement de comportement. Parce qu'un paysan qui va aller s'endetter et devenir actionnaire, il faut qu'il change. Dans sa tête, sa fonction même de paysan change, puisqu'il change de statut. Donc, si on n'introduit pas ces changements dans la société, comment veut-on appliquer toutes les politiques que nous, excusez-moi du terme, que nous calquons des autres pays? On n'est pas là pour calquer. Moi, je suis totalement en déphasage avec les expériences faites de l'autre côté. Ce n'est pas des packages préfabriqués dans lesquels on doit se mouler. On doit se mouler dans nos réalités, tout en étant ouvert au monde, bien sûr. Les idées du monde sont importantes. Mais partons des réalités qui sont là. Vous avez parlé de 800 partis, vous avez parlé de beaucoup d'alliances, mais c'est ça qu'il faut changer. Cette dispersion, je crois que l'un des éléments les plus importants aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de recoller l'ensemble des morceaux qui semblent être dispersés pour que l'effort collectif soit là et qu'il y ait une synergie venant d'en bas qui pousse davantage les volontés politiques affichées par les autorités. Moi, en tant que... Est-ce qu'il est facile d'arriver au moment où certains libres penseurs, ou bien ceux qui disent ce qu'ils pensent, sont convoqués à la division des investigations criminelles? On parle de Moustapha Diakhaté, d'Adama Gaye, qui ont eu à dire des choses qu'ils ont fait, qu'ils ont été convoqués. Alors ceux qui sont là aujourd'hui disent pire que ce qu'ils disent. Bon, vous savez, ceux qui disaient étaient pires.
Mais c'était une période bien déterminée. Nous sommes dans une autre période. Je crois que la liberté au Sénégal, en tout cas moi, je la vis profondément. Depuis toujours que je suis là, depuis 33 ans que je suis là, je sais qu'il y a une liberté. Mais il y a quelque part la dégradation du langage. Et l'un de mes derniers textes scientifiques, justement, je dis que le futur est esquissé par... le futur est un présent esquissé par le langage. Si on ne refaçonne pas le langage quotidien, on ne sortira jamais des problèmes, on ne sera ni développé économiquement, ni développé intellectuellement. Je crois qu'il faut que les affects et les inimitiés soient ramenés derrière la concession pour qu'on puisse prendre le discours constructeur qui est à l'intérieur de la société et les capacités des Sénégalais à rêver restent intactes pour que demain, qu'on puisse accompagner. Je le dis puisque je suis logique avec moi-même. Il faut qu'on soit logique souvent quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Maintenant, donnons la chance à cette nouvelle génération qui vient d'arriver toutes les possibilités de ne pas nous faire penser que l'histoire se répète. Puisque le langage, ceux qui parlent, ceux que vous avez cités, je les connais personnellement. J'ai des relations particulières avec chacun d'entre eux, même si on ne se voit plus. Mais souvent, moi j'écoute souvent des responsables dire des choses qui certainement pour le gouvernement méritent d'être interrogées pour qu'on sache exactement qu'est-ce que ça signifie. Mais je suis souvent contre, et foncièrement contre, cette liberté débridée. Puisqu'elle n'a jamais arrangé les gouvernements passés, elle n'arrangera pas les gouvernements actuels. Donc ce qui fait que je crois que je vais revenir encore sur la conscientisation individuelle de chacun d'entre nous pour qu'on puisse faire notre propre autocritique pour voir comment le Sénégal s'est retrouvé avec 800 partis. C'est ça le problème. Le problème, moi, en tant que chercheur et qui observe l'Afrique de l'Ouest et qui a suivi toutes les conférences nationales jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je vois une multiplication des tribunes de revendication au Sénégal, je suis souvent très étonné par cet éclatement-là. Et je crois que le travail des politiciens pour qu'ils donnent chance aux nouvelles générations qui arrivent et à la génération actuelle qui est au pouvoir, c'est de ramener les affects derrière la concession. Ouais. Pour qu'on puisse discuter au lieu de passer tout notre temps à parler. Puisque les gens parlent, mais ne conversent plus. Il faut rétablir la conversation saine et la conversation constructive. Cela ne signifie pas ne pas s'opposer. S'opposer, ce n'est pas insulter. S'opposer, c'est apporter du nouveau dans le discours de celui auquel je m'oppose. Professeur Taye, comment apaiser la situation politique, la scène politique, comment apaiser? C'est que le levier, il faut s'appuyer. Ouais, bon, là, c'est aussi de la responsabilité de chacun, la responsabilité des opposants comme des hommes du pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des dérives verbales qui alimentent de la haine et de la division. Comment faire justement pour apaiser? Maintenant, ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je ne me trouve pas vraiment dans l'ambiance d'insulter quelqu'un, de dire du mal de sa famille. Moi, je condamne ce genre de choses. Ça ne fait pas partie, en fin de compte, du débat politique. Voilà. Il y a trop d'insultes qui soulèvent de la haine, qui soulèvent vraiment de la division, et on peut l'éviter. Ce n'est pas parce qu'il faut insulter seulement qu'on doit vous écouter. Tu peux le dire avec les mots qu'il faut, avec l'apaisement qu'il faut, et ça va faire plus d'effet chez l'autre que quand tu l'insultes.
Quand tu l'insultes, tu le transformes automatiquement en adversaire, en ennemi, et donc ça donne ce que c'est en train de donner. Mais est-ce qu'il ne faut pas interpeller la classe politique de façon globale C'est ça que sur je suis leur en train de comportement, faire. sur leur Oui, façon de c'est faire? ça que je dis que c'est notre responsabilité en tant que classe politique. Il faut vraiment que nous prenions nos responsabilités et savons que ce pays-là, c'est nous qui devons justement construire ce pays. C'est nous aussi qui devons vraiment adopter la paix dans ce pays pour que vraiment ce pays peut avancer lentement mais sûrement. Parce que la haine, c'est son carburant, c'est vraiment les insultes. Voilà, quand tu insultes quelqu'un, mais tu le transformes carrément en ennemi. Voilà. Donc, et la paix, on ne peut pas construire en dehors de la paix, on ne peut construire que dans la paix. Donc, les acteurs politiques, vraiment, ils doivent vraiment tenir un autre langage que ce langage-là d'insultes, de blâme, de calomnie. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, il va falloir vraiment faire autre chose, justement, que cela. Est-ce qu'il n'y a pas temps aujourd'hui que la classe politique en elle-même, qu'elle prenne conscience de la situation du pays, que les politiciens se parlent, conversent, comme vous l'avez dit, davantage que d'être dans des positions personnelles? Bon, je vais toujours revenir sur l'espérance, puisqu'en réalité, beaucoup d'insultes ou de calomnies se passent au moment des joutes électorales, dans les meetings. Ça, c'est déjà du passé. Et je crois que, en tant qu'historien, je peux comprendre qu'à une période bien déterminée, qu'un politicien ait un langage très dur. Mais il faut le contextualiser. Mais maintenant, autre chose s'est produit. Donc, il faut que le langage soit réassaini. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la faillite des partis politiques dans la formation des militants? Oui, ça c'est... Il n'y a plus d'accords de parti, il n'y a rien du tout. Non, ça c'est une donnée qui est constatée depuis très longtemps. Ce que tonton Landing Savané faisait, on ne peut plus le faire. Ce n'est plus imaginable, puisque nous sommes aussi malheureusement dans une ère d'algorithmes. Nous sommes tous algorithmés, au point que justement, on se sent libre d'insulter. Mais est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas être moins, aussi pour les partis politiques, d'éduquer les militants? Bien sûr que oui, mais la liberté dans les réseaux sociaux a dépassé la discipline d'un parti. Parce que si la discipline d'un parti véhiculée par les réseaux sociaux avait un impact réel, les semblants de militants qui sont dans la toile n'auraient pas ce langage. De toutes les manières, on revient toujours à la personne et à l'individu et à l'estime de soi. Si on ramenait l'estime de soi à l'intérieur de la population sénégalaise, et l'exemple doit être donné certainement par les politiciens, l'exemple doit être donné par l'élite, pour qu'on sache qu'il y a une forme d'assainissement individuel qui doit être accompli pour que tous ensemble nous soyons assainis et que quand on va se rencontrer, c'est le résultat de l'assainissement individuel qui va se rajouter, s'additionner pour faire un assainissement global. Et c'est possible, puisque en réalité, la société sénégalaise, en tout cas ce que je constate quotidiennement, la société sénégalaise a besoin de changement dans sa mentalité. Les gens en parlent. Quand ils discutent avec... Bon, je le fais, tout le monde le fait. Je discute beaucoup dans les villages. Je discute beaucoup dans les gares routières. Mais il y a une demande de changement à l'intérieur des têtes. Ce n'est pas seulement changer pour manger, mais c'est changer aussi pour être celui qu'on prétend être. Celui qui donne des leçons à toute l'Afrique de l'Ouest, à toute l'Afrique et au monde. Donc ça doit être accompagné. Ce n'est pas en revenant sur ses chevaux, puisqu'on n'est pas dans l'épopée. On n'est plus dans les épopées. On est dans une autre forme d'histoire qui ne demande pas de prendre le cheval et le sabre. Ça demande plutôt de prendre l'intelligence. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, contre laquelle je suis contre.
Je suis contre telle qu'elle est en train de fonctionner, parce que l'intelligence artificielle, justement, elle est en train de détruire toute notre possibilité d'imagination et d'être des êtres humains sensibles à quelque chose. Je ne suis pas Elon Musk, je suis Abdelrahman, et je suis au Sénégal, et je suis un humain. Je dois changer ma mentalité pour que je puisse appartenir à ma société et appartenir au monde. Monsieur J'ai Taï, le temps de manger. comment changer une société, les mentalités dans une société où le désordre et l'indiscipline semblent être les marqueurs? Oui, moi... Partout dans ce pays, vous avez l'impression d'être dans un chaos total, désordre, dans les stations de service, dans les ronds-points, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je crois, je suis un physicien, je représente la réalité à travers des forces, une mécanique et une dynamique. Et quand la mécanique est bien placée, c'est-à-dire la distribution des forces, quand c'est bien positionné, quand on fait interagir ces forces, ça donne une certaine dynamique. Et donc, c'est au niveau de l'interaction là, de ces forces qu'on va avoir une direction, une dynamique dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Et quand nous sommes dans le système social, ce ne sont pas des forces en mécanique comme ça, c'est justement la conscience et la mentalité dans un certain contexte socio-économique. Comment construire cette mentalité? Cette mentalité, si vous prenez la société, vous regardez les couches, des gens qui n'ont aucun problème matériel, des gens qui ont peu de problèmes matériels, et des gens qui sont vraiment englués dans les problèmes matériaux. Vous allez voir leur comportement. Les comportements sont différents. Voilà, parce que ce qui, évidemment, va me stimuler pour aller dans la bonne direction, vous manque, vous, parce que vous avez un problème de comment faire pour manger demain à midi. Il y a des leviers sur lesquels il faut appuyer. Quels sont ces leviers? Mais c'est ce que je suis en train de proposer, le revenu de base, pour résoudre donc ce problème-là et enlever le fait que vraiment cet individu-là soit sous la pression, n'est-ce pas, de ce besoin-là qui le met justement en contradiction avec les normes sociales. Voilà, la prostitution, le mensonge, n'importe quoi, on le fait pour avoir de quoi manger. Voilà, donc il faut éliminer ça. Si on ne l'élimine pas, alors on ne peut pas dire à quelqu'un il n'a pas de quoi manger pendant 3 jours qu'il ne faut pas voler. Mais ça n'aborde pas la question d'éducation, au fond. Non. À la famille, au fond. Non, le problème de l'éducation, je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y a les inégalités, c'est les inégalités qui stimulent les comportements. Et les familles dans tout ça? Non, les familles ne peuvent rien. Les familles même accompagnent cela. Tu as ta fille qui est là, mais elle va sortir, elle t'amène de l'argent, elle ne travaille pas. Tu vas dire quoi? Tu prends, tu manges. Ah bon? Ah mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que cette pression-là, tant qu'on ne l'a pas enlevée, mais on ne peut pas demander plus. Voilà, donc il faut enlever, il faut vraiment assainir l'infrastructure sociale pour que cette pression sociale, s'il ne peut pas disparaître, au moins diminue. Voilà, si ça diminue maintenant, Alassane ne peut pas faire quelque chose, ne peut pas résister à une certaine pression sociale. Voilà, tu as tes enfants qui sont là, ils ne mangent pas, etc. Tu peux faire vraiment des écarts au niveau de ta morale. Voilà, c'est une possibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau du village, il n'y a pas d'inégalité sociale, il y a de la pauvreté, mais les gens sont très éduqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inégalité sociale. Oui. Voilà. Mais est-ce que aussi, Gaïdé, c'est pas parce que la famille est devenue malade au Sénégal qu'on vit certains comportements, que les responsables sont désertés dans les familles, que les pères de famille souvent ont sous prétexte où on est pauvre. Mais pourtant, beaucoup de gens sont nés dans la pauvreté, avec des pères de famille qui étaient dignes, qui étaient là, qui conduisaient le troupeau. Oui, bon, vous voyez qu'on revient à la base de la construction de la personnalité en tant que telle, avant même l'économie. Puisque la pauvreté telle qu'on la pense, économiquement et intellectuellement, n'a pas le même sens
que ce qu'on observe dans nos villages. Parce que nous, on évalue la pauvreté avec les pièces d'argent et avec les taux d'intérêt, avec des pourcentages. Je crois que l'éducation en tant que telle, comme tu le dis, la reconstruction des familles, tout ça est lié justement à une demande de changement de mentalité d'abord. Et le changement de mentalité, généralement et obligatoirement, peut et doit émaner du pouvoir en tant que tel. Puisque c'est lui qui édicte les règles qui peuvent assainir et les relations interindividuelles et les relations globales. Et c'est lui qui donne la chance aux fils du pays d'accéder à une forme d'aisance qui les tranquillise. Mais heureusement, depuis quelques années, malgré tout cela, nous n'avons pas vu de déchaînement violent pouvant remettre en cause la trajectoire du Sénégal en tant que tel. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, à mon avis personnel, c'est de permettre à tous les secteurs qui diffusent la pensée allégée pour que leur donner toutes les forces nécessaires pour qu'ils participent pas à une rééducation de la société, mais accompagner une nouvelle forme de transmission de la tranquillité et de la paix sociale. Et cette aspiration profonde qui est chez tout le Sénégalais, qui aspire s'élever et être à la hauteur des autres nations du monde. Voilà, le temps qui nous est peut-être terminé. Merci infiniment à Abdrahman Gaïdé, historien, écrivain à l'écart. Le temps est fini. Il y a une émission qui va passer tout à l'heure. On va piétiner sur le mot rapidement, très rapidement. Voilà. Très rapidement. Moi, je suis allié de la coalition Diomaye Président. Et je voudrais évidemment que le PASTEF ait beaucoup plus de culture de la coalition. Voilà, la coalition, ce n'est pas seulement des électeurs. La coalition, c'est des idées, c'est des programmes, c'est des stratégies. Donc, il faut exploiter donc, tout ça au niveau de cette coalition-là. D'accord. Et je termine par le fait que la bourse sécurité familiale et la CMU, ce sont les versets du revenu de base généralisé. Aujourd'hui, il faut les élargir. Votre message est passé. Merci infiniment, M. Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey. À la technique, Amadissi et Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous. Le président de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains, passe ce dimanche au JDD. Alassane Seck livre ses analyses de la grande forme du parti PASTEF, de la discipline des Sénégalais aux urnes, des bonnes conditions d'organisation des élections et sur d'autres points d'actualité. Membre également du collectif des organisations de la société civile pour les élections, Alassane Seck est l'invité du jury du